Au sommaire, les bons offices du cadre unitaire de l'islam au Sénégal en présence des différentes parties qui se disputent la présidence de la Commission nationale de concertation sur le croissant lunaire. C'est ce matin au ministère de l'Intérieur. Le chômage des jeunes et les 65 000 emplois annoncés par le chef de l'État pour le mois de mai. Quels emplois pour quels jeunes et comment se fera la répartition? Réponse dans ce journal. Nouveau conflit foncier dans le département de Rufisque, l'objet du litige 10 hectares dans la commune de Yenne. Vous entendrez les deux parties dans ce journal. Dans l'affaire des terres de Ndengler, c'est le statu quo depuis un an alors que l'hivernage approche. À la fin de cette édition, notre rubrique quotidienne Point de vue, nous reviendrons sur l'annonce du président de la République de quelques 65 000 emplois jeunes dès le mois de mai. Nous allons en parler, notamment en ce qui concerne la pertinence et la faisabilité de ce projet. À la mise en onde de ce journal, Abdoulaye Diop. Nous allons d'abord à la place Washington, au ministère de l'Intérieur. C'est là que se tient depuis ce matin la réunion de médiation avec les protagonistes du conflit de préséance entre les candidats à la succession de Mourchid Iyane Thiam à la tête de la Commission nationale de concertation sur le croissant lunaire. Nous y retrouvons Nafissatou Silla en direct. Nafissatou, bonjour. Bonjour Souleymane. Est-ce que la réunion a démarré ? La rencontre a commencé à 11h passé de quelques minutes. Les différentes tendances sont toutes présentes dans la salle, ainsi que le ministre de l'Intérieur, Antoine Félix Diome. Comme vous l'avez dit, sur l'initiative du cadre unitaire de l'islam au Sénégal, il s'agit de trouver une alternative face à la situation de division et des polémiques qui règnent au sein de la Commission nationale de concertation pour le croissant lunaire. Une situation, vous l'avez dit tout à l'heure, qui est intervenue depuis le rappel à Dieu de son président Mourchid Iyane Thiam, et d'après les quelques informations que nous avons eu à glaner, c'est le ministre de l'Intérieur lui-même qui a ouvert les discussions, suivi de Ahmed Tidiane aussi, du cadre unitaire. Par la suite, la parole a été donnée, d'après les informations toujours qu'on a eues, la parole a été donnée à chaque coordonnateur, à Imam Omar Diène, au docteur Bouchra Dié et à Ahmed Cissé Ndiéguène. Pour le moment, le ministre s'est retiré. Les travaux de la commission ont débuté et au fil de la journée, ils espèrent trouver un terrain d'entente. Souleymane. Merci Nafissatou Silla. Je rappelle que l'une des propositions faites pour sortir de cette impasse, c'est la mise en place d'un comité provisoire. En tout cas, l'islamologue Dr Khadim Mbacké déplore cette bataille autour de la Commission nationale de concertation sur le croissant lunaire. Le directeur de recherche émérite de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar appelle l'État à prendre ses responsabilités pour régler ce problème. Écoutons le Dr Khadim Mbacké au téléphone avec El Hadj Ndiogou Diène. Je regrette, comme tous les musulmans, cette situation, d'autant plus que les concernés sont posés être des exemples à suivre, puisque quand on est imam, quand on est choisi pour représenter la communauté, on doit donner l'exemple en termes de bonne conduite. Donc le fait qu'ils se disputent autour de la direction de la commission à la veille du Ramadan, qui est un mois d'unité et de solidarité, est vraiment déplorable. Donc je pense qu'ils doivent se souvenir de leurs responsabilités, ils doivent se souvenir des enseignements qui fondent leur autorité. Dieu sait que j'ai écrit au président de la République dès le début de son mandat, comme j'ai l'habitude de le faire avec tous les nouveaux présidents, pour lui demander de s'occuper d'un ensemble de questions religieuses très sensibles, dont cette histoire de représentativité de la communauté. Il est possible, comme on le constate dans d'autres pays musulmans, il est possible de mettre en place un conseil supérieur islamique où se trouvent des représentants de toutes les communautés religieuses pour vraiment réfléchir ensemble sur les questions qui intéressent la Oumma, notamment cette question de début et de fin du mois de Ramadan. Je pense que l'État effectivement a un rôle à jouer, que l'État est responsable de l'unité nationale, est responsable de la cohésion nationale. Donc tout ce qui est de nature à menacer cette unité et cette cohésion-là doit intéresser l'État au plus haut point. L'État doit faire tout pour choisir les meilleures personnes, les plus représentatives, pour siéger au sein de cette commission. RFM, fréquente modulation 94.0, la radio en puissance.
Venons-en maintenant aux 65 000 emplois jeunes annoncés par le président de la République lors de son adresse à la nation du 3 avril dernier. Comme vous le savez, c'est la première phase d'un programme qui va coûter 150 milliards par an pendant 3 ans. Nous avons cherché à en savoir plus sur la nature de ces emplois et sur leur répartition dans l'espace et dans le temps. Réponse avec Koumba Sandiane Faye. 65 000 nouveaux emplois, et cela à partir du mois de mai. L'annonce est du chef de l'État. Selon le directeur de l'emploi, Modou Fall, beaucoup de secteurs sont concernés. Nous pouvons retenir les secteurs du PAP2A, ces secteurs-là, tout ce qui tourne autour de l'agriculture, l'agrobusiness. Il y aura aussi le numérique, bien entendu, surtout les centres d'appel. Nous aurons aussi les emplois verts. Tout ce qui est emploi vert est lié souvent au cadre de vie, à l'hygiène, etc. Donc il y aura les métiers dans le cadre de l'assainissement, le pavage, le reboisement, etc. Il y aura aussi l'enseignement, l'éducation, parce que nous savons que l'ouverture vers les daras, les maîtres coraniques, etc. Le chômage sera un vieux souvenir pour bon nombre de jeunes, diplômés, qualifiés ou non. Le recrutement se fera en fonction des projets. Il y a des projets qui cibleront les diplômés, qualifiés, les formés. Il y a des projets qui cibleront aussi des personnes difficiles à insérer. Par exemple, dans les métiers verts ou les emplois verts. Donc, dans ce cas-là, on peut choisir des personnes quand même qui sont peu qualifiées ou pas qualifiées du tout, les former pour une période courte et éventuellement donc leur donner une opportunité d'être insérés. Et ce sera quel type de contrat pour ces emplois? Le directeur de l'emploi répond. Ce sera soit CDD ou CDI, parce que déjà la convention qui doit être révisée, la convention État-employeur et les autres programmes donc doivent quand même permettre aux jeunes d'avoir des CDD ou des CDI selon les cas. Par contre, les stages vont toujours demeurer parce qu'il y a des jeunes quand même qui ont besoin de renforcer leur employabilité. Et pour ces jeunes-là, je pense qu'on peut leur proposer des stages pour leur permettre d'avoir plus d'expérience avant d'aller vers un contrat à durée déterminée ou un contrat à durée indéterminée. Ce recrutement coûtera à l'État du Sénégal 80 milliards de francs CFA qui seront disponibles en mai prochain. Le secrétaire général de la CNTS sur les 65 000 emplois annoncés par le chef de l'État lors de son adresse à la nation, Mody Guiro, plaide pour la transparence. Selon lui, l'État doit publier la liste des futurs bénéficiaires pour donner du crédit au programme de recrutement des jeunes. Le secrétaire général de la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal, Mody Guiro, était l'invité de RFM Matin. Je crois également que dans cette priorité, parce que 5 000 emplois vont être dédiés aux enseignants, je pense que pour ce faire, il faudrait également que l'État priorise ceux qui ont déjà bénéficié de formation, n'est-ce pas, qui sont dans la rue, qui manifestent quotidiennement. Il y a plusieurs générations qui ont été déjà formées et qui attendent d'être recrutées. Dès l'instant que cette opportunité est offerte par M. le Président, il faut en priorité prendre ces jeunes-là qui ont déjà bénéficié de formation, aussi dans l'éducation, la FOSTEF, un peu partout. L'autre élément, c'est qu'il faudrait que ceux qui vont être recrutés dans les autres projets, parce que l'État va mettre en œuvre sa politique, que cela puisse se faire dans la plus grande temps avec une publication. Quand je parle de transparence, parce que l'État peut également réaliser ses objectifs d'emploi pour les jeunes, mais le doute peut exister parce que simplement le Sénégalais lambda pourrait se poser des questions. Est-ce que réellement ces recrutements ont été effectués? Puisqu'il s'agit de l'argent public, il faudrait que l'État puisse publier, n'est-ce pas, tous ces gens qui seront recrutés. Parce qu'il ne faudrait pas qu'il y ait de l'opacité ni de doute. Donc je pense qu'il faudrait aller dans ce sens-là. L'autre élément sur lequel il faudrait aussi insister, c'est que la formation professionnelle est importante dans la possibilité donc offerte aux jeunes donc de trouver un emploi décent. Il faut que les gens comprennent aussi que dès l'instant qu'ils bénéficient de l'argent public, il faudrait que ceux qui nous entourent, tous ceux qui nous regardent, comprennent que ceux qui gèrent le font bien. Les bénéficiaires sont capables donc de porter ces projets à des niveaux supérieurs. En tout cas, dans la région naturelle de Casamance, le FONI réclame déjà sa part des 65 000 emplois. Les populations estiment que c'est l'unique façon de retirer les jeunes du circuit de l'économie illicite dont la propension est favorisée par le conflit casamancé. Le FONI, qui a consacré une réflexion sur le sujet, invite l'État à adopter l'offre de financement adapter l'offre de financement à la réalité socio-économique locale pour plus d'efficience dans les politiques d'emploi. Lamine Ba.
Taxé de zone rouge durant plusieurs années du fait du conflit, avec comme incidence une absence quasi totale de structure pour absorber la forte demande en emploi des jeunes, le FONI a fini par voir l'essentiel de ses enfants versés dans l'économie illicite. Une nouvelle prise de conscience veut combattre cette réputation à travers la promotion d'emplois décents. C'est dans ce sens que cette zone du département de Bignona veut qu'une part des emplois annoncés par le chef de l'État lui soit consacrée. Ibrahima Sané porte leur parole. C'est une localité qu'on taxe de zone rouge parce qu'il y a la rébellion là-bas, il y a le chanvre indien là-bas. Parce que les jeunes sont là-bas à ne rien faire. Ce que je demande à l'État, ces jeunes qui cultivent du chanvre indien chez nous, demandent au président de la République de faire du tech-tegui, qu'on nous donne des tracteurs, qu'on nous donne des machines, qu'on nous accompagne, qu'on nous forme. Les jeunes du FONI ont mis en place un cercle de réflexion qui se veut un cadre d'élaboration de stratégies pour la création d'emplois chez les jeunes. La première suggestion formulée par la structure auprès des autorités est de faire en sorte d'adapter l'offre de formation et de financement à la réalité socio-économique locale. Dembo Badji, coordinateur de la structure. Tout ne viendra pas de l'État. Parce que nous pensons qu'en termes d'employabilité, qu'on ne nous amène pas des choses qui ne serviront pas réellement au milieu. Il nous faut nous accompagner en termes de matériel agricole d'abord, parce que nous sommes dans une zone qui est fortement agricole. Si nous parvenons à regrouper des jeunes en GIE, en petits groupes de 5, 10, 15 jeunes, ils peuvent avoir leur champ et cultiver et avoir les moyens et la récolte qu'il faut. Ils se sont par ailleurs félicités de la mesure du chef de l'État d'installer dans chaque département des guichets d'orientation et de financement des jeunes porteurs de projets. C'est une très bonne chose parce qu'au moins ils vont s'approcher un peu des cibles. Par rapport à nous du FONI, on a du mal à déposer nos projets, on a du mal à être accompagné, comme mon président vient de le dire. D'autres questions et entrées au désenclavement de la zone et la construction d'équipements sociaux de base ont aussi figuré en bonne place dans les doléances des jeunes du FONI. Lamine Baz, Guinchor, Radio Futur Média. Les 65 000 emplois jeunes qui ont également été évoqués hier à Matam où les jeunes de Djamel étaient dans la rue, ils exigent la construction de leurs ponts et l'assainissement de leur quartier. Souleymane Barkaba, un des responsables de l'APR, en réaction, indexe les élus locaux qui, selon lui, ne remontent pas les préoccupations des populations au niveau central. Ali Bandelnion. Moins de 5 jours seulement après leur manifestation, le cri du cœur des jeunes de Djamel, ce quartier périphérique de la commune de Matam, suscite déjà des réactions. Absent au dernier meeting des apéristes au stade régional de Matam, Souleymane Barkaba débarque à Djamel pour apaiser les esprits. Le responsable de l'Alliance pour la République, venu contribuer à la construction du mur du collège exigé par les élèves, a également interpellé les autorités locales sur les difficultés de Djamel. Donc tous les responsables politiques doivent s'inspirer de ce que le président Macky Sall est en train de faire. Au lieu de prendre l'argent, aller verser ça dans des meetings, ça peut servir à appuyer les jeunes. Le problème aussi de la mobilité, parce qu'ils ne se sentent pas en sécurité avec le pont de Djamel. Mais c'est exactement une défiance des élus. Le problème est normal. 3 km, 4 km de goudron, c'est rien quand même. C'est parce que aussi ceux qui doivent être portés cette parole-là, à mon avis, ne l'ont pas fait suffisamment. Je suis sûr que le président de la République, quand il aura entendu que pour résoudre le problème de Djamel, il faut 5 km de goudron. Avec la nouvelle politique pour l'emploi des jeunes initiés par le président de la République, Souleymane Barkaba met en garde contre toute forme de discrimination. Le président est en train de faire beaucoup de financement. Il ne faudrait pas que ça soit politique. Il y a la DER, il y a d'autres projets. Il faut que tout le monde puisse bénéficier de ce projet. Et par ses partisans, un invité surprise dans la foule, l'imam Ratip de Djamel, pour solliciter et interpeller le Souleymane Barkaba sur la réparation des appareils de sonorisation de la mosquée de Djamel. Matam, Ali Bandelnian. RFM. L'info, c'est ici. L'info, c'est ici. Et on reparle des litiges fonciers à répétition dans le département de Rufisque. Dans la commune de Yenne, la tension reste vive entre des populations et la famille d'un célèbre imam de Rufisque. Les habitants refusent de quitter les 10 hectares que réclame la famille de Tahir Fall. Elles interpellent le chef de l'État et annoncent une série de manifestations. Abdou Diouf Diagne. Le titre foncier qui fait l'objet de litiges est déjà occupé par de nombreuses familles. Ces dernières se fondent sur le droit coutumier et déchirent les papiers brandis comme preuve par une famille Fall de Rufisque pour réclamer ces terres estimées à 10 hectares. Cheikhouna Mbeng est membre du collectif pour la défense des intérêts de Yen Dialaw. Comment se fait-il qu'un homme qui se dit imam, qui se dit conseil technique du président de la République vient nous dire qu'on va nous déloger ici pour lui donner 10 hectares. Après, il va enlever les maisons pour lotir ça et vendre ça. Ils ont sauté la mairie. Donc
comment on peut titrer 10 hectares au niveau de la commune de Yène sans passer par la mairie, sans avoir une délibération? Ce titre ne passera pas. Au moins qu'on le fait descendre cadavre par cadavre. Avant d'en arriver à cet extrême, ces habitants de Nyangal, village de la commune de Yène, interpellent directement le chef de l'État afin d'éviter le pire. Nous lançons un message aussi aux autorités, aux institutions financières de ne jamais accepter ce titre comme garantie. Le titre 14 452. Ce titre est fictif. Je vous le dis, ce titre est fictif. Vraiment, nous avions l'espoir en élisant le président Macky Sall. Mais nous voyons que cet espoir n'est plus permis. Parce que vraiment, il y a trop d'injustices que nous voyons. Ces habitants de Nyangal qui se disent prêts à tout lancent un appel aux autorités. D'autres manifestations sont prévues par les occupants de ce titre foncier. RFM Rufisque, Abdou Diouf Diagne. Le représentant de la famille Fall rejette toutes les accusations. Amadou Lindor Fall parle d'une campagne de désinformation car pour lui, c'est bien l'État qui a octroyé les 10 hectares en question à sa famille pour compenser la perte d'un terrain à Noflaye. Il dit détenir des preuves. Amadou Lindor Fall, interrogé par Abdou Diouf Diagne. La précision qu'on doit faire, c'est un titre maire de l'État qui s'élève à presque plus de 2000 et quelques hectares. Ça veut dire que c'est le titre 11343 de l'État du Sénégal. Et dans ce titre-là, on a donné une portion de 10 hectares à la famille Fall qui n'est pas un don, qui n'est pas aussi une faveur. C'est une compensation par rapport à un tort qui a été subi par la famille Fall. Donc c'est un terrain qui les appartient en bonne et due forme. C'est pour apporter un demande formel à tout ce que le représentant des interdits a dit. On a eu à payer, il n'y a même pas 2 semaines de cela, les redevances 2021 qui s'élèvent à 666 000 francs CFA. Donc c'est pour dire que la famille Fall est là, ils n'ont menacé personne. La seule information qu'on peut donner et alerter aussi la population d'Ayen, c'est pour leur dire que là où ils ont délimité le terrain, c'est loin d'être la réalité. La vérité ne se situe pas là. Ils sont donc dans la désinformation, ils sont aussi en déphasage extraordinaire avec ce qui se passe dans le terrain. Nous revenons également sur le conflit foncier à Ndengler, conflit opposant les populations de la localité et le groupe agro-industriel Sedima. La solution provisoire trouvée par l'État, vous le savez, c'était de laisser les populations disposer des terres durant l'hivernage, le temps de trouver une solution durable. Alors, des mois après la saison des pluies, où est-ce qu'on en est? Eh bien, sachez-le, c'est toujours le statu quo. Mohamed Ali Mouba. Un statu quo qui est en train de durer et pour cause. L'État du Sénégal n'a rien proposé de durable jusque-là. Et du côté du PDG de Sedima, aucune discussion officielle n'a été réellement entamée. Alain Diouf, facilitateur dans la crise. D'un côté, les populations continuent de réclamer leurs terres et de l'autre côté aussi, il y a le promoteur qui a un titre entre ses mains. Et l'affaire est maintenant entre les mains du gouvernement et de bonne volonté qui s'activent, qui essaient de trouver une solution à l'amiable. Pour le moment, à ma connaissance, Babacar est en train d'exploiter la partie qui n'est pas litigieuse, qui est du côté de la commune de Sindia, qui est une propriété, qui est une ancienne propriété des gens du village de Tira. Mbaye Diouf entonne la même trompette. Membre du village de Ndengler, il affirme que des discussions informelles se font avec le PDG de Sedima, mais rien de concret n'a été retenu. Président Ngom, peut-être lui, vraiment, c'est une personne qui est disponible à que la paix règne, comment travailler avec les villages, d'après ces éléments, d'après lui, donc. Mais jusqu'au moment où je vous parle, quelque chose de concret n'a pas été mis sur la table. Des discussions informelles avec le PDG de Sedima qui se dit disposé à travailler avec les villageois et à leur offrir des biens et services sociaux. Alors, ces populations de Ndengler sont-elles prêtes à faire un effort? De toute façon, si on nous propose quelque chose qui est bénéfique, je pense que aussi là, c'est à la population de pouvoir dire que ils peuvent ou ils ne peuvent pas. En tous les cas, Babacar Ngom de Sedima, qui a son titre foncier sur ces terres, et l'État du Sénégal lui avait demandé de prêter ces terres aux villageois le temps de les exploiter durant l'hivernage. Et apparemment, jusque-là, rien n'a changé. RFM, la radio autrement. Climat délétère au port. Depuis jeudi dernier, les travailleurs d'Eiffage Marine sont en mouvement d'humeur. Ils dénoncent leurs mauvaises conditions de travail, des salaires pas fixes et des heures supplémentaires pas rémunérées. Ces travailleurs prévoient d'ailleurs une grande manifestation. Ils ont tenu ce matin un point de presse au siège de Frappe. Compte rendu, Anna Rocha. Trop c'est trop. Après des mois passés à vivre en silence leur calvaire, ces travailleurs d'Eiffage Marine clament leur ras-le-bol. Le collectif
collectif qui regroupe ces travailleurs dit non à des conditions de travail inhumaines. André Mendy parle en leur nom. C'est la deuxième fois. Chaque mois que nos salaires se diminuent. Et à chaque fois quand nous faisons des réclamations, on n'a pas la réponse qui nous satisfait. Raison pour laquelle cette fois-ci, lorsque les salaires sont tombés, ça a fait un chaos pour tous les ouvriers. Et donc en ce moment, tous les ouvriers ont baissé les bras. Ils ne veulent pas négocier. Et donc ils ont dépêché la gendarmerie et la police pour choisir ceux qui doivent travailler et ceux qui ne doivent pas travailler. Ces travailleurs ne sont plus seuls dans leur lutte. Ils ont le soutien des activistes de FRAPP. Aux côtés des travailleurs des Eiffage Marine vêtus de t-shirts rouges avec le slogan du mouvement citoyen, le coordonnateur Guy Marius Sagna dénonce le mutisme de l'État et des centrales syndicales face à ces traitements dégradants. Dénoncer l'esclavage salarié qui a cours sous la complicité du président Macky Sall, sous le silence complice du ministre du Travail, sous la complicité également de l'inspection du travail. À Eiffage Marine, les droits syndicaux sont bafoués. Les délégués du personnel qui y sont des délégués béni oui. À Eiffage Marine, les travailleurs sont fatigués. Pour se faire davantage entendre pour le respect des droits des travailleurs, ils ont convenu de se retrouver dans la semaine pour une marche ou un sitting devant le port de Dakar. Je précise que contacté par téléphone, le directeur du projet qui a démarré en 2019 nous a dit qu'il était en réunion avec les autorités du port. Il demande de le rappeler plus tard dans la journée. Université Assane Seck de Ziguinchor, les enseignants vacataires ont perturbé ce matin le déroulement des examens. Un mouvement d'humeur pour protester contre le non-paiement depuis plusieurs mois des indemnités de prestations. Dr Abdoukhadre Diallo, représentant du collectif des doctorants de l'université Assane Seck avec la MINPA. Le problème aurait dû être réglé si le recteur n'avait pas faussé sa parole. Parce que on ne peut pas travailler pour une institution telle qu'une université et rester 6 mois pour percevoir notre argent. Tout en sachant que l'année dernière, l'année 2019-2020, la majeure partie de ces personnes n'ont pas eu de source de revenus. Le recteur, en sa personne, nous a dit qu'à la fin de ce mois-ci, quand il va virer le salaire des personnels enseignants et administratifs, notre dû sera viré. Malheureusement, on a été surpris de constater que le recteur a signé le virement des salaires de l'ensemble des personnels, y compris les femmes de ménage. Et comment se fait-il que l'université veut rattraper, par exemple, une année déjà perdue d'avance et dire qu'ils n'ont pas d'argent? Et le recteur nous dit qu'il n'a pas d'argent. Il n'a pas d'argent, d'accord, mais le budget 2019-2020, il est passé où? C'est la question première qu'on pose à l'administration de cette université. Parce qu'aujourd'hui, nous pensons que si nous sommes traités de la sorte, c'est parce qu'il y a un manque de respect par rapport à notre contribution dans le fonctionnement de cette université. Et si c'est le cas, nous aussi, on décide à partir d'aujourd'hui de retenir nos services qu'on leur propose. Et on verra si réellement l'université fonctionnera normalement. Au ministre de l'Enseignement supérieur, s'il sait qu'il ne peut pas doter les universités d'un budget conséquent, il n'a qu'à alors fermer ces universités-là. Covid-19 au Sénégal, les chiffres du jour avec 2 décès enregistrés hier lundi. 28 cas graves sont actuellement pris en charge dans les services de réanimation. En 24 heures, seules 34 nouvelles contaminations ont été relevées sur 793 tests effectués. 55 patients ont été testés négatifs et déclarés guéris. RFM. L'actualité internationale. Avec vous, Georges Détié-Diop, bonjour. Bonjour, Souleymane Niang. Au Burkina Faso, encore des soldats tués dans une attaque terroriste. L'attaque s'est produite à Tanoual-Bougou, dans la province du Gourma, dans l'est du pays. Au moins 3 gendarmes et 5 supplétifs ont été tués lundi soir, selon l'AFP. L'attaque a été menée par plusieurs dizaines d'hommes sur des motocyclettes qui ont principalement ciblé une équipe de patrouille à la sortie de la localité. Au Soudan, 40 personnes tuées et 58 blessées dans des affrontements tribaux samedi et dimanche à El Guénéna, capitale du Darfour occidental. C'est un décompte fait par le Bureau de la coordination des affaires humanitaires de l'ONU, l'OCHA, qui souligne que depuis le retrait de la mission conjointe des Nations Unies et de l'Union africaine, les violences communautaires sont reparties à la hausse. Au Nigeria, l'attaque contre la prison d'État d'Oeri, toujours pas revendiquée. Pas revendiquée, mais la police soupçonne l'IPOB, le mouvement indépendantiste du Biafra. Elle a indiqué, la police donc, que selon les premiers éléments de l'enquête, les assaillants venus en nombre avec des armes sophistiquées seraient bien des membres de l'IPOB. Plus de 1800 détenus se sont évadés après l'attaque d'une prison du sud-est du Nigeria dans la nuit de dimanche à lundi. L'assaut a été mené par des hommes armés. Le
le président Buhari a dénoncé un acte de terrorisme et attribué cette attaque à des anarchistes et des criminels. En Centrafrique, la coalition rebelle de la CPC s'affaiblit. L'unité pour la paix en Centrafrique d'Ali Darassa, l'un des plus puissants groupes armés du pays, s'est retiré de la coalition des patriotes pour le changement qui veut renverser le président Touadéra. L'UPC l'a fait savoir hier dans un communiqué. Ali Darassa invoque les souffrances qu'endurent actuellement les Centrafricains, entre autres l'insécurité, la situation sanitaire, la famine, la non-assistance humanitaire. Pour terminer, en Israël, le Premier ministre Benjamin Netanyahu a été désigné pour former le prochain gouvernement. Une annonce du président Rivlin au lendemain des consultations entre lui et les partis élus aux législatives du 23 mars dernier, les quatrièmes en moins de 2 ans. Merci Georges Détié-Diop. À 12h et bientôt 26 minutes. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Point de vue dans une dizaine de minutes. Nous reviendrons sur l'annonce du président de la République de quelques 65 000 emplois jeunes dès le mois de mai prochain. Nous nous pencherons notamment sur la pertinence et la faisabilité de ce projet. Et pour en parler, nous serons avec M. Tamsir Faye, directeur général de l'ANPEJ, l'Agence nationale pour la promotion de l'emploi des jeunes, et M. Tamba Danfara, coach formateur, accompagnateur de projets pour les jeunes. RFM Sport. L'actualité des sports avec vous, Malal Junior Gagne, bonjour. Bonjour Suleiman. Ligue des champions, on joue les quarts de finale à partir de ce soir. 19h, les premières affiches de ces quarts de finale de la Ligue des champions avec cette belle affiche qui va opposer le Real de Madrid à l'équipe de Liverpool. C'est le remake de la finale de l'édition de 2018. Comment ces deux équipes doivent jouer cette rencontre? Nous avons posé cette question à l'un des coachs formateurs à Génération Foot. Il s'appelle Abdou Diakhaté, entraîneur titulaire de la licence B de la CAF et qui encadre la petite catégorie. Il estime que c'est deux styles totalement opposés qui vont s'affronter ce soir. Ce ne sera pas une partie facile puisque ces deux équipes sont amenées par de grands messieurs, de grands entraîneurs. Qui connaît Klopp et qui connaît Zidane savent que c'est des mastodontes sur le plan tactique. Donc c'est une rencontre qui va être âprement disputée. Du côté de Liverpool, l'intérêt sera de mettre en place un schéma pour trouver rapidement les hommes de devant, à savoir Salah, Firmino ou Sadio Mané. Alors que les Espagnols vont vouloir privilégier le jeu de possession, tenir le ballon, construire et mettre des attaques placées. Maintenant, l'équipe qui va le plus s'organiser, qui va le plus défendre et réussir les transmissions attaque-défense prendra l'avantage. Mais puisqu'on est en quart de finale de Ligue des Champions, le Real va miser et va tout donner pour gagner cette manche aller à domicile pour mieux voyager. Alors que Liverpool viendra avec un objectif d'abord inscrire un point de la manche aller, si possible mettre un but pour ensuite négocier la phase retour, ce qui nous promet une belle affiche. L'autre rencontre de ce soir va opposer l'équipe de Manchester City à Borussia Dortmund. Du côté des Anglais, on se méfie de l'attaquant des jaunes et noirs, Alan, jeune joueur, grand de par la taille, de par le talent et de par le sens du but. Lutte, le CNG fait face à la presse cet après-midi. Ce sera pour faire le point sur la nouvelle trouvaille du Comité national de gestion sur les mercredis de l'Arène. Première édition demain à l'Arène nationale avec un tournoi de lutte simple avec une mise de 3 millions de francs CFA. Le face-à-face avec la presse est prévu à 16h. Ce sera dans un hôtel aux Almadies. Nous restons dans l'Arène pour revenir sur le combat du 4 avril dernier, combat sanctionné par un nul entre Lac de Guiers, par la victoire de Lac de Guiers numéro 2 plutôt devant Eumeu Sène sur décision arbitrale. Mais pour le chroniqueur du journal Le Record, ces deux lutteurs doivent désormais ouvrir la porte aux plus jeunes. À Boundour, que nous écoutons. Après que Eumeu Sène et Lac de Guiers ont servi ce qu'on peut appeler parodie de combat, le sentiment est le même un peu partout. Donc c'est la déception. Donc, mais est-ce qu'il fallait attendre plus de Eumeu Sène qui relève de défaite?
donc, et qui devait donc gérer son combat, ou bien de Lac de Guiers dont on sait la manière dont il combat. Je ne pense pas. Maintenant, quel est l'avenir des deux lutteurs? Je pense que maintenant, après ce qu'ils vont montrer, je suis d'avis que Mosen et Lac de Guiers doivent maintenant accepter donc de donner leur chance aux jeunes. Je pense que les Guigui, les Regrets, les Moussa Ndoye, les Sathiès, entre autres, parmi eux, ceux qui vont prouver, tous ont des combats cette saison. Je pense que ceux qui auront à gagner leur combat pourront valablement prétendre donc à croiser Mosen ou Lac de Guiers 2. Voilà Souleymane, c'est sur cette belle note de Mame Gorgui Ndiaye, on met fin à cette page des sports. À 12h30 exactement. Merci Malal Junior Diagne. Presse du jour. La presse de ce mardi 6 mars 2021, lue et commentée par Georges Déthié Diop. La question de l'emploi à bras-le-corps, l'emploi des jeunes. Lors de son adresse à la nation, et la presse s'en fait l'écho, le chef de l'État a annoncé 80 milliards de francs CFA pour le recrutement de 65 000 jeunes dès le mois prochain. 65 000 emplois, dont 5 000 enseignants pour le préscolaire, le moyen et le secondaire, y compris les daras modernes et l'enseignement arabe. Ainsi, la souligne que Macky sort la calculette pour les jeunes. Le journal Le Quotidien, lui, annonce un mai délicieux alors que le Soleil parle de réponses concrètes de Macky Sall. Pour Tribune, il est dans le temps des nouvelles promesses. Pendant ce temps, Source A le qualifie de distributeur d'emplois et le Témoin de général recruteur. Le Témoin qui souligne par ailleurs que les financements promis à la jeunesse sur 3 ans passent de 350 à 450 milliards de francs CFA. Ce que confirme Vox Populi. Selon mon confrère, les 300 milliards qu'il avait promis dans son discours du 8 mars dernier sont entre-temps passés à 350 milliards le 10 mars en Conseil des ministres, puis à 450 milliards dans son discours de veille de fête d'indépendance. Le projet présidentiel vu par un spécialiste des politiques publiques et un enseignant-chercheur spécialiste du développement local. Dr Albouri Ndiaye et Alun Nyangbaye analysent dans l'Observateur les annonces du président de la République. Selon Albouri Ndiaye, il y a une volonté d'apporter des solutions à la lancinante question du chômage endémique des jeunes. Cependant, le bas blesse toujours dans l'approche méthodologique, la mise en œuvre opérationnelle des mesures et surtout le choix des ressources humaines chargées de solutionner la problématique de l'emploi des jeunes devenue un enjeu de sécurité nationale. Alun Nyangbaye, lui, souligne qu'on peut, avec 45 milliards de francs CFA, créer le maximum d'emplois qui seront de type locaux et communautaires. En tous les cas, pour Enquête, Macky Sall joue son va-tout. Mon confrère note qu'avec des consultations dans les 45 départements, un conseil présidentiel le 22 avril, 65 000 emplois dès le mois de mai, on peut dire, sans risque de se tromper, que le président Sall déploie l'artillerie lourde pour lutter contre le chômage des jeunes. Dans son discours à la nation, il n'a pas été question que d'emploi. Le chef d'État a évoqué l'unité nationale. Sud Quotidien l'a d'ailleurs relevé, qui rapporte son propos selon lequel, dans ce Sénégal que nous aimons, il ne saurait y avoir de place pour le particularisme. À la une du journal Les Échos, il affirme que nul n'a le pouvoir de mettre en péril nos institutions. Le chef de l'État qui a invité à la revitalisation des valeurs citoyennes, de civisme et de coexistence pacifique qui constituent, à son avis, notre soupape de sécurité individuelle et collective. À la une de Source A, le Conseil supérieur de la magistrature qui ne se serait pas réuni depuis 11 mois. Une violation de la loi aux yeux du confrère qui pointe du doigt l'exécutif. Et pour cause, la loi organique du 17 janvier 2017 dispose que les réunions du Conseil supérieur de la magistrature doivent avoir lieu au moins 2 fois l'année. Or, Macky Sall n'a plus convoqué une telle rencontre depuis le 19 mai 2020. Un coup d'œil à présent dans Libération. Le journal braque ses projecteurs sur Halliburton, l'entreprise qui a été choisie pour éteindre l'incendie dans un puits de gaz à Ngadiaga. Mon confrère révèle que Halliburton traîne une mauvaise réputation. Elle a un passé de corruption. Quelques faits rapportés par Libération. Pris sur des pots de vin au Nigeria, le groupe au cœur du scandale des Paradise Papers a transigé pour 579 millions de dollars. Et visé pour les mêmes faits en Angola, il a payé 29,2 millions de dollars pour arrêter des poursuites déclenchées aux États-Unis. Eumeusen, Lac 2, parodie de combat, semble dire la presse du jour dans son ensemble. D'ailleurs, le promoteur Gaston Beng parle de non-combat dans Sunulam. Et pourtant, Lac 2, qui
et déclaré vainqueur, confie que c'était le meilleur combat de sa carrière. Mais les Échos, comme les autres journaux, fait état d'un combat insipide, inodore, incolore et sans saveur. À vos kiosques et bonne lecture.